À peine arrivé dans la cité, Agrippa d'Aubigné se jette à corps perdu dans tous les combats qui se présentent et manque presque de perdre la vie lors de la furieuse bataille connue sous le nom de bataille de Malvirade, sur laquelle on va dire un mot, sinon je crois que mon hôte me jetterait dessus. Donc, on est au mois avril-mai 1577. Agrippa d'Aubigné vient d'arriver à Casteljaloux, il s'est mis sous les ordres du capitaine de la place, huguenote, c'est-à-dire Vachonnière, le capitaine de Vachonnière. Et un matin, Vachonnière décide, avec la garnison de Casteljaloux, du moins une partie de la garnison de Casteljaloux, d'aller, comme on dit, faire fumer le pistolet du côté de Marmande, de la Garonne et de Marmande la catholique, qui se trouve à quelques lieues de là. Et alors que la petite troupe de Casteljaloux arrive presque sur les bords de la Garonne, ils s'aperçoivent que le seigneur de Mauvesin, le catholique seigneur de Mauvesin, a regroupé des troupes de l'autre côté du fleuve, sur les bords de la Garonne, et s'apprête à traverser le fleuve pour s'avancer vers Casteljaloux. Une première batelée de 60 catholiques, d'ailleurs, a déjà pris pied sur leur rive. C'est là que le premier combat va avoir lieu, tournant très vite à l'avantage de la garnison de Casteljaloux. Puisque, si on en croit ce que dit Agrippa d'Aubigné dans ses mémoires, tous les papistes, les 60 papistes qui viennent de traverser, sont tués ou noyés, alors que la troupe huguenote n'a à déplorer qu'une seule perte. Seulement en face, il reste le gros de la troupe. Vachonnière décide de se replier jusqu'à une petite plaine où, hésitant sur la tactique à suivre, il va, je veux dire, lambiner pendant plusieurs heures jusqu'à ce que finalement il soit surpris par les catholiques qui viennent de franchir enfin la fleuve. Cette fois, le combat tourne au désastre pour la garnison de Casteljaloux. Encerclé par des troupes bien plus nombreuses qu'eux, sur un, si je cite Agrippa d'Aubigné, sur un petit pont bordé par 2 fossés, les hommes de Vachonnière et d'Agrippa d'Aubigné sont très vite submergés. Vachonnière, les reins brisés par une balle ramée. Alors une balle ramée, c'était une balle qui se décomposait en morceaux, qui, une fois qu'elle touchait un os ou autre, partait en plusieurs morceaux. Et de plus, ajoute Agrippa d'Aubigné, brûlant de 4 arquebusades, s'effondre entre les pattes du cheval d'Agrippa d'Aubigné. Celui-ci essaie de l'aider à se relever, ne peut pas, et puis finalement, à son tour, se retrouve jeté à bas de cheval, compagnon de chute, et couvert des corps de 3 des leurs qui viennent d'être abattus. Blessé à 5 endroits, Agrippa d'Aubigné ferraille sur le dos, on imagine la situation, couché sur le dos, blessé à 5 reprises. Il est en train de ferrailler contre 3 adversaires à cheval qui essayent, depuis le haut, de l'achever à coups d'arquebuse. Il est finalement sauvé de la mort par son second, Domingue, qui parvient à le relever, à le charger sur son cheval et à l'extraire du champ de bataille. Ce combat laisse malheureusement nombre d'amis sur le sol. En particulier d'abord Vachonnière, mais aussi Bacoué, le sieur de Malvirade, Bacoué l'aîné, le sieur de Malvirade, que d'Aubigné a vu de ses yeux achevé dans un fossé par plusieurs arquebusiers catholiques. Alité pendant plusieurs semaines, donné presque mort par les chirurgiens, tenant ses blessures pour plus que douteuses, il commence alors, ne pouvant écrire, à dicter au juge des lieux les premières instances de ces tragiques qui constitueront plus tard son œuvre majeure. Voilà comment Agrippa d'Aubigné raconte cette bataille de Malvirade. Ce qui nous amène à réfléchir un tout petit peu sur les circonstances et surtout sur les lieux de cette bataille. Parce qu'en réalité, dans ses mémoires et dans son histoire universelle, Agrippa d'Aubigné ne donne pas beaucoup d'indications sur le lieu exact où s'est déroulée cette bataille. Tout juste cite-t-il un lieu dit Couture, où aurait eu lieu le premier combat au bord de la Garonne, et puis ensuite une petite clairière près d'un pont
où aurait lieu le second combat, c'est-à-dire le combat tragique. Est difficile aujourd'hui, tant les remembrements successifs depuis des siècles ont transformé la campagne, de dire concrètement où a eu lieu cette bataille. Mais il y a quand même quelques indications. Lorsqu'on regarde de manière très attentive une carte topographique, on s'aperçoit effectivement qu'à quelques kilomètres d'ici, il y a une petite ferme qui s'appelle La Couture, et qui se trouve au bord de la Garonne. Si on prend ce lieu de couture pour première borne, je dirais indicative, on peut effectivement penser que la première bataille, où les 60 potistes ont été jetés à l'eau, etc., a eu lieu là. Quant à la seconde, on peut penser que le petit pont sur le Grézé, je crois qu'il n'est pas loin d'ici, peut figurer comme ce petit pont traversant le ruisseau vers lequel a eu lieu le second combat. L'autre question, c'est l'endroit où Agrippa d'Aubigné, pendant plusieurs semaines, reste alité en convalescence. Il ne cite jamais Malvirade dans ses textes. Mais on peut penser qu'effectivement, il a été amené ici, dans ces lieux, pour une bonne et simple raison, c'est que le seigneur de Malvirade, de Bacoué, est resté sur le champ de bataille, du moins le fils aîné. Mais le second, celui que Agrippa d'Aubigné appelle Bacou le Jeune, Bacoué le Jeune, sera ensuite un des témoins essentiels qui rapportera au roi de Navarre, Henri, les témoignages de ce combat. Or, on peut effectivement penser que c'est ici à Malvirade que Agrippa d'Aubigné a été retiré pendant plusieurs semaines. D'abord pour se soigner et ensuite pour finir sa convalescence. Quoi qu'il en soit, cette bataille de Malvirade, au lieu de rapprocher Henri de Navarre d'Agrippa d'Aubigné, va au contraire attiser encore plus les tensions entre les deux hommes. Agrippa d'Aubigné, d'ailleurs, se consume de rage en apprenant que le roi de Navarre, informé de cette bataille et surtout du courage dont a fait preuve Agrippa d'Aubigné, informé par Bacou le Jeune, au lieu de s'éclamer d'enthousiasme, au contraire, aurait traité de menteur ce qui aurait rapporté cette bataille et aurait été jaloux des faits d'armes et du courage dont a fait preuve celui qui était son écuyer. Agrippa d'Aubigné, consumé de haine, c'est un homme entier, décide alors de frapper un second coup pour bien montrer sa rancœur, et cette fois-ci de ne pas s'en prendre au roi de Navarre, mais de s'en prendre à son ennemi, Jean de Lavardin, vous savez, celui-là qui lui a volé sa place de colonel des armées du roi de Navarre. À peine remis de ses blessures, au mois de juin 1577, il prend la tête de la garnison de Casteljaloux pour aller mener la prise de la ville de Castelnau-de-Même en Gironde. Alors vous allez me dire pourquoi s'attaquer Castelnau-de-Même. Pour une raison très simple, c'est que ce bourg catholique appartient à la maîtresse de Lavardin, qui est catholique, et que c'est pour Agrippa d'Aubigné une revanche sublime que de s'emparer de la cité catholique, de celle qui est la maîtresse de son pire ennemi. Bien entendu, Lavardin, informé de la prise de la ville par Agrippa d'Aubigné, va voir Henri pour lui ordonner que la ville soit rendue à sa maîtresse. Henri écrit à Agrippa d'Aubigné pour exiger qu'il abandonne Castelnau-de-Même. Alors que justement, au même moment, des troupes catholiques relativement nombreuses s'approchent de la ville pour la reprendre. Bien entendu, Agrippa d'Aubigné n'en fait qu'à sa tête, s'entête, refuse d'obéir aux ordres, et lorsqu'il voit arriver des troupes catholiques beaucoup plus nombreuses, il trouve un stratagème relativement intelligent d'ailleurs. Sachant que ces hommes sont beaucoup moins nombreux, il ordonne à ces hommes de descendre à terre, de monter sur les murailles de la ville, et il fait amener les chevaux à 2 ou 3 lieues de là. Et lorsque les troupes catholiques, bien plus nombreuses, arrivent à proximité, il fait revenir dans un nuage de poussière les chevaux, c'est un cavalier bien entendu, au galop, de façon à faire croire qu'il est en train de recevoir des renforts
venus du rang des protestants. En voyant ce nuage de poussière, cette cavalcade effrénée, les catholiques décident de se replier malgré leurs 14 canons, plutôt que d'affronter des troupes qu'ils croient bien plus nombreuses. Bien entendu, pendant ce temps-là, Agrippa d'Aubigné, lui, refuse toujours de rendre la ville, à tel point qu'à la fin, le roi de Navarre s'exaspère et le menace d'envoyer ses propres troupes assiéger la cité avec 4 canons. Ce à quoi d'Aubigné répond, plus de 4, je m'en moque, je viens d'en affronter 14. Et pendant près d'un mois et demi, malgré les ordres répétés d'Henri de Navarre, il continue à garder la ville sous son contrôle. Douce vengeance, je dirais. Il faut bien que la guerre s'arrête un jour, et elle s'arrête en septembre 1577 avec la paix de Bergerac. Agrippa d'Aubigné n'a plus rien à faire à Casteljaloux, il quitte donc la cité et décide de revenir à Agen, où se trouve alors le roi de Navarre, pour lui faire définitivement ses adieux. Il rédige à l'attention de son maître une lettre d'adieu empreinte à la fois de rancune et de rancœur. « Sire, lui écrit-il, votre mémoire vous reprochera 12 ans de mon service, 12 plaies sur mon estomac. Elle vous fera souvenir de votre prison et de cette main qui vous écrit a défait les verrous et est demeurée pure en vous servant, vide de vos bienfaits et des corruptions de votre ennemi et de vous-même. Par cet écrit, elle vous recommande à Dieu, à qui je donne mes services passés et futurs, par lesquels je m'efforcerai de vous faire savoir qu'en me perdant, vous avez perdu votre très fidèle ami et serviteur. » Puis, apercevant Citron, l'épagnol préféré d'Henri de Navarre, errait famélique dans une rue de la ville d'Agen, du moins c'est ce qu'il dit, il n'aurait pu s'empêcher de tremper une dernière fois sa plume vengeresque dans l'acide de sa rancœur avant de quitter Agen. Il aurait composé à toute hâte sur un morceau de papier un petit sonnet destiné au roi de Navarre, puis l'aurait attaché au collier de la pauvre bête. Ce sonnet le voilà. Le fidèle Citron qui couchait autrefois sur votre lit sacré couche désormais à la dure. C'est le fidèle chien qui a pris de nature à faire des amis et des traîtres le choix. C'est lui qui effrayait les brigands de sa voix et de ses dents les meurtriers. Et d'où vient donc qu'il endure la faim, le froid, les coups, les dédains et l'injure, paiement coutumier des services des rois. Sa fierté, sa beauté, sa jeunesse agréable le fit chérir de tous, mais il fut redoutable, à vos haineux, aux siens pour sa dextérité. Courtisans qui jetez vos dédaigneuses vues sur ce chien délaissé mort de faim par les rues, attendez ce loyer pour paiement de la fidélité. Le lendemain, le chien est présenté au roi de Navarre, Henri, qui, découvrant le texte accroché au collier, aurait, d'après Agrippa d'Aubigné, changé de couleur devant l'affront et pris une teinte voisine du nom de la pauvre bête. Quant à d'Aubigné, lui, il chevauche déjà vers le Poitou et les 4 lettres que lui enverra quelques semaines plus tard, Henri, pour tenter de le convaincre de revenir à ses côtés, n'y changeront rien. Elles sont toutes, dit-il, jetées au feu en les recevant sans même être décachetées.